je propose qu'on bouge un peu. Stéphane Bastogne, éco-conseiller de la ville d'Arlon. Et qu'on construise ce fameux site de compostage collectif en palette. En moins d'une heure, Stéphane Bastogne, soutenu par le collectif citoyen du Galgenberg, installe un site de compostage collectif en palettes de récupération. Mais au fait, comment ça fonctionne? Et quels sont ses avantages? Et puis-je en construire un chez moi? Stéphane vous éclaire dans cette vidéo. L'idée, c'est d'expliquer un petit peu les règles de base pour réussir un compost de qualité qui ne sent pas mauvais, puisque en fait l'idée c'est de s'inspirer de la forêt. Donc en forêt on marche sur 20 cm de feuilles mortes, de caca d'animaux, de plein de déchets organiques qui se décomposent. Donc, voilà, ici l'idée c'est d'essayer de refaire cet humus forestier. Voilà, il faut savoir qu'on est pour le moment en moyenne à 500 kg de déchets par an par habitant. Alors ces 500 kg de déchets, ils sont pour la plupart déposés au parc à conteneurs. On prend sa voiture pour aller au parc à conteneurs. De là, des camions viennent rechercher des conteneurs, les emmènent vers des usines de recyclage qui des fois sont à des dizaines de kilomètres, des fois à des centaines de kilomètres, des fois à des milliers de kilomètres. Ensuite, c'est retransformé. Donc tout ça demande de l'énergie, demande du transport. Donc pour éviter tout ça, le compostage est un bon outil pour diminuer 25% de notre production moyenne de déchets. Donc c'est un quart de nos poubelles est constitué de déchets organiques. Donc le fait de composter ces déchets, c'est déjà un geste qui va permettre de diminuer d'un quart notre production de déchets. Donc ça c'est l'argument qui arrive souvent en premier, mais on oublie les autres. Le gain de temps, à chaque fois qu'on va au parc à conteneurs avec sa remorque, bien, ça prend du temps. Ben, ici, ça va aller beaucoup plus vite. On dépose ces déchets directement à la source et proche de la source de production. Un autre avantage, c'est un avantage économique. Le coût du sac. Ici, on n'aura plus besoin d'utiliser des sacs communaux biodégradables. Il y a aussi un avantage ici encore plus social au niveau d'un projet collectif, c'est qu'on va rassembler plusieurs personnes d'un quartier qui vont se croiser, qui vont discuter. En fait, c'est la taille de votre jardin qui va déterminer la taille de votre composteur. Et donc ici, je vous ai résumé les 4 grands types de composteurs. On a le lombricomposteur si vraiment vous n'avez pas de jardin, que vous pouvez utiliser par exemple en appartement. Le fût, si vous avez un petit jardin, ça convient très bien. Ces fûts, ils sont vraiment conçus pour garder l'humidité, pour avoir une bonne aération. On a le silo pour les grands jardins ou pour un compostage collectif, vu que là, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont utiliser ce compost. Ensuite, le tas, si vraiment il y a vraiment beaucoup de quantité. Donc, je vous propose de faire ce petit atelier pratique de compostage collectif en palette, donc qui ne coûte rien, 0 €. C'est parti. Commencez par positionner les 10 palettes afin de former 3 bacs. Choisissez des palettes aux lattes assez serrées pour conserver au mieux l'humidité. Enfoncez 2 piquets dans chaque palette centrale. J'ai hâte de vous voir en accéléré. Ça va être bien. Liez les palettes centrales et latérales à l'aide d'un fil métallique. Si besoin, sciez l'excédent du piquet. Et voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, plus on a une surface de contact importante, plus les décomposeurs vont avoir facile pour s'attaquer à toutes ces matières. Donc d'une règle générale, ne mettez pas des déchets trop grossiers dedans. Tout ce qui est végétal, il n'y a aucun souci, ça va se décomposer très vite. Donc les exemples que j'ai mis ici, c'est les épluchures de tous les fruits et légumes, y compris les agrumes, les pommes de terre, les fruits pourris, les restes de repas, y compris les céréales, les pâtes, les croûtes de fromage, les aliments avariés ou périmés, le pain rassis, les filtres et les marcs de café, les filtres de thé, des coquilles d'œufs, les fleurs fanées, les serviettes et les mouchoirs en papier, les essuie-tout, les rouleaux, les sacs en papier, les boîtes d'œufs en carton, les plumes, les cheveux, les poils d'animaux, les sciures et les copeaux de bois non traités. Mais certains déchets sont en plastique et on n'y pense pas, notamment certains sachets de thé. Les étiquettes sur les fruits. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est tout ce qui vient des déchets d'animaux, donc par exemple des restes de viande, des restes de poisson, les déchets de produits laitiers, donc des croûtes de fromage. Vous pouvez le mettre dedans, mais il faut faire attention de bien l'enfouir. Si vous le laissez au-dessus, ça va attirer les mouches des animaux. Donc, si vous mettez des déchets de viande, faire un petit trou et enfouir tous ces déchets-là. Alors, non, pour tout ce qui est les gros os, les gros coquillages durs qui ne sont pas écrasés, il ne faut pas mettre des étiquettes de fruits, les boîtes d'œufs en polystyrène. Tout ce qui est balayure de la maison, évitez. Les sacs d'aspirateur, il ne faut pas le mettre dedans. Pas de sciure de bois traité, pas de papier et de carton traité. Donc les papiers et les cartons les plus bruns possibles. Pas de charbon, pas d'emballage en plastique. Donc, on va éviter de mettre de la terre. La terre va perturber les décomposeurs, c'est quand même assez inerte.
ça va ralentir l'activité, ça va les perturber. C'est la même remarque pour les cendres. Les cendres, c'est déjà riche en calcium, en potasse, en minéraux. C'est déjà un engrais à part entière. Donc les vers ne vont rien faire avec la cendre. Les bactéries ne vont rien faire avec la cendre. C'est déjà minéralisé. Donc ces minéraux, autant les utiliser directement dans son jardin. Il y a vraiment 3 règles à respecter. La première, c'est l'équilibre des ingrédients. Je vous ai parlé de la forêt. En forêt, il y a beaucoup de carbone. C'est ce qui vient du bois, donc les feuilles mortes. Donc l'important, c'est d'équilibrer les déchets de cuisine qui sont, eux, très riches en azote. Tout ce qui est azote, c'est des déchets qui sont humides, mous, souvent colorés. Les pelures de fruits, les épluchures, c'est très humide et c'est très riche en azote. Donc, par exemple, si vous venez avec votre seau de déchets de cuisine, une fois qu'on a déposé ces déchets, eh bien, on garde ce même seau et on va prendre dans la réserve de carbone, de feuilles mortes, de carton, du broyat de branches et on le saupoudre au-dessus. Et donc, pour chaque apport, on aura ce bon équilibre. La deuxième chose, c'est l'aération, c'est l'oxygène. Parce que les bactéries, les champignons et tous les insectes et tous les micros et les macro-organismes qui vont décomposer ces matières organiques, elles ont besoin d'oxygène. Si elles n'ont pas d'oxygène, eh bien, il va y avoir d'autres bactéries qui vont prendre la place, des bactéries qu'on trouve par exemple dans notre système digestif et qui fonctionnent en anaérobie, donc sans présence d'oxygène, mais qui vont produire du méthane et des odeurs plus soufrées, donc des mauvaises odeurs. Donc s'il y a des mauvaises odeurs à un compost, c'est pas normal. Ça veut dire que justement, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc, de temps en temps, il faut aller remuer pour amener de l'oxygène. Troisième chose, c'est l'humidité. En fait, l'eau, c'est la vie. Les bactéries, les champignons, les vers, les insectes, les acariens, ils ont besoin d'eau pour vivre. Si c'est trop sec, il va y avoir un ralentissement de l'activité des décomposeurs. Donc il faut qu'on garde toujours cette humidité. Et comment est-ce qu'on fait pour garder cette humidité? En couvrant. Donc il faut chaque fois couvrir avec une bâche pour assurer vraiment de bien garder cette humidité présente. Ici se présente le bac de déchets frais. C'est l'unique bac dans lequel on va y mettre les déchets donc, de cuisine, les déchets frais. On ne va mettre des déchets que dans ce bac-là, puisque les deux autres sont des bacs de maturation, où le compost va pouvoir mûrir tranquillement. Et en fait, donc, une fois que le bac de déchets frais est rempli, on va commencer un premier retournement. Donc on va déplacer tous les déchets ici, en les mélangeant le plus possible, en les mettant dans le premier bac de maturation. Ensuite, une fois que le premier bac sera de nouveau rempli, on repassera du premier bac de maturation vers le deuxième pour finir vraiment la dernière phase de maturation avant l'utilisation du compost. On se retrouvera à ce moment-là dans 9 mois ou dans 1 an avec un compost qui est mûr et qui est utilisable dans son potager. L'utilisation du compost donc pourra se faire directement en surface. On ne va pas aller l'intégrer dans le sol. Donc si on enfouit le compost, eh bien le compost ne va pas remonter, il va plutôt s'enfoncer. Et donc si on le met à, je vais dire déjà 10 cm dans le sol, eh bien le risque c'est que tous les nutriments, tous les minéraux sont perdus et finalement finissent dans la nappe phréatique. Donc le but c'est vraiment de garder ces nutriments, ces minéraux accessibles. On va pouvoir le mettre entre les rangs de légumes, au pied des haies, au pied des arbres fruitiers. Un immense merci à Stéphane Bastogne de nous avoir éveillés à cette technique qui améliorera, on l'espère, notre qualité de vie.